Je remercie les personnes qui m'ont invité et plains tout le monde d'avoir à subir ce que je vais vous infliger. Mais, euh, ou plutôt ce que je ne vais pas être à la hauteur de dire, donc je m'excuse des redites, des banalités, des tâtonnements, des hésitations et des portes ouvertes enfoncées. Bref, donc j'avais accepté à la demande de Véronique et Christophe de parler encore une fois de Robert Wilson. Et je ne suis pas certain d'avoir vraiment respecté le cahier des charges ni de répondre maintenant à un horizon d'attente. Il a été question de Wilson ce matin, dont on a parlé comme d'un artiste qui avait 3 casquettes, disons, réversibles, en tout cas, et qui endossait avec un sens consommé de la porosité ou de la fluidité des fonctions diverses, en l'occurrence celle de metteur en scène, celle de scénographe et celle de concepteur ou créateur lumière de ces spectacles. De façon relativement indissociable aujourd'hui, même si, d'une part, il lui est arrivé de signer la lumière des spectacles qui n'étaient pas nécessairement les siens, ou du moins qu'il co-signait avec d'autres. Je pense en particulier à des spectacles de Lucinda Childs ou des spectacles qu'il a réalisés avec la compagnie de Martha Graham. Et d'autre part, Wilson n'a pas toujours signé ni les scénographies, ni la création lumière de ces spectacles. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir un petit peu l'évolution des crédits, des génériques de ces spectacles, mais je pense qu'on pourrait à peu près dater du milieu des années 1980, le moment où Wilson, après avoir fait ses classes avec des scénographes ou avec des concepteurs lumière, finalement les double, les coiffe sur le poteau, si j'ose dire, et fait d'eux ses assistants, un petit peu comme si les choses fonctionnaient dans le sens inverse. Donc c'est par exemple le cas de concepteurs et surtout de conceptrices lumière très importantes comme Beverly Emmons. C'est elle par exemple qui signe Angel on the Beach en 76 et en 84. C'est Wilson qui signe en 92 et en 2012. On retrouve tout un tas de concepteurs et de conceptrices lumière. C'est Jennifer Tipton, c'est aussi Renato Berta. Et plus récemment, il co-signe ou il crédite avec lui un assistant ou un régisseur. Donc ça a été Heinrich Brücke, par exemple. Maintenant, c'est John Torres ou Marcela Lumaca, éventuellement Xavier Baron. Et il en va de même pour la scénographie, je ne m'attarde pas. Donc en général, ce que l'on retient de Wilson, et je vais aller très vite sur ces évidences, c'est une gestuelle extrêmement hiératique, très formelle, anguleuse, amidonnée, quoiqu'elle soit assouplie par des petits sauts, des rictus, une scénographie que l'on dit à tort ou à raison, parfois de façon abusive, minimale ou minimaliste, pure, épurée, puritaine, et une lumière qui participe précisément à l'angulosité de la gestuelle, qui participe de l'angulosité de la gestuelle aussi, et du minimalisme de la scénographie. Wilson, outre le fait donc qu'il coiffe ses casquettes simultanément, l'une sur l'autre ou en les retournant, pense et travaille la lumière à partir du moment où il conçoit un spectacle. Les dessins, les croquis qu'il prépare en attestent avec des zones qui sont extrêmement claires et des zones qui sont beaucoup plus ombrées ou opaques ou foncées, de sorte que la lumière est une composante primaire, essentielle de l'univers wilsonien et pas du tout une couche qui viendrait s'ajouter au dernier moment ou un supplément. La lumière, elle est présente donc pendant tout le temps des répétitions, même si, bien évidemment, des répétitions techniques lui sont consacrées sans les acteurs, comme on en a parlé déjà, ou avec des doublures, et c'est à ce moment-là qu'il faut le voir baisser ou monter l'intensité de tel ou tel projecteur degré par degré, ou plus exactement, demander avec un flair et une conscience de l'effet esthétique qu'il va obtenir, que l'intensité soit baissée ou montée, et que telle ou telle teinte soit refroidie, réchauffée, foncée, pâlie, etc.
Dernière chose, Wilson utilise en général à basse intensité des appareils souvent très puissants. Et il a également recours à un très large éventail de couleurs, de températures, même si ces couleurs et ces températures tirent de plus en plus sur la froideur métallique, disons. Cet éventail n'en reste pas moins aussi important que la variété des technologies de la lumière dont il tire profit des progrès au fil des ans. Bref, donc tout cela est assez connu et je ne vais pas épiloguer davantage. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est l'intitulé de cette communication. La lumière comme objet scénographique. En réalité, cet intitulé n'est pas de mon fait. C'est, je pense, Véronique ou Christophe qui l'a proposé. Et je l'ai accepté sans en avoir pris connaissance, j'avoue. Et donc, je l'ai découvert plus tard, je l'ai découvert un peu trop tard pour qu'il soit encore possible d'en changer. Et je l'ai pris, on va dire, comme une bouteille à la mer ou comme un défi, comme un piège bienveillant, je ne sais pas, peut-être comme une gageure qui m'était ainsi lancée, ou en tout cas comme un sujet de réflexion. Donc j'ai tâché d'interroger ce que ce titre pouvait recouvrir, un petit peu comme si c'était agi d'un sujet de dissertation, je ne sais pas. Donc je m'excuse un peu de l'académisme très scolaire, laborieux, fastidieux, de ce qui va suivre. Donc ce titre que je n'avais pas relevé, quand même, quand je l'ai trouvé, je me suis dit que c'était un peu tapageur, et j'en ai été presque indigné, à vrai dire. Je me suis dit, quoi, comment ça, la lumière est assimilée à un objet, et pourquoi pas un accessoire, tant qu'on y est. Chez Wilson, ça me paraissait extrêmement étrange. Un objet scénographique, en plus. Donc je me dis, waouh, c'est même pas un objet scénique, c'est pas un objet de recherche scénique, c'est pas un objet de recherche théâtrale, au sens où on dirait que la lumière est l'objet premier, le principe, la substance, le centre de la démarche de Robert Wilson. Non, c'est un objet scénographique. Donc, je me disais, bon, comment me tirer de ce mauvais pas et considérer que la lumière va passer pour une chose solide, matérielle, physique, somme toute, et inanimée. Comment voir dans la lumière une chose dotée d'une existence propre, séparée et indépendante. Donc j'étais un petit peu chafouin comme ça, parce que, au fond, ce que j'avais retenu de Wilson et seriné à l'envi ici et là, c'est que la lumière était d'abord et avant tout, comme chez Appia, un médium plastique, un principe vivant, actif, agissant, un agent ou une puissance d'agir démiurgique, donc un acteur ou une actrice. La lumière chez Wilson, donc je vais vous montrer quelques images, agit sur l'espace qui sans elle, n'est rien. C'est-à-dire que la lumière agit sur la visibilité, sur la perception, en contribuant à faire apparaître ce qui se trouve dans l'espace et en contribuant à faire apparaître, lui, l'espace tel qu'il est. Elle crée, par conséquent, l'espace dans ses dimensions volumétriques de la scène, et c'est à la lumière que l'espace doit d'être ce qu'il est. Je cite Wilson, c'est dans un livre d'ailleurs qui est consacré à Giorgio Strehler, « Sans lumière, il n'y a pas d'espace ». Donc la lumière agit, et moi je me trouvais face à un objet. Elle agence, elle révèle, elle découvre, elle voile, elle circonscrit, elle construit, elle dessine, elle module, elle architecture, elle partitionne, elle façonne, elle transforme, elle agrandit, elle rapetisse. Bref, la lumière, je l'ai toujours pensée comme une puissance scénographiante, avec un participe présent, qui fragmente, qui unifie, qui morcelle ou qui réunit, qui oppose, qui harmonise, qui colore, qui anime, qui rythme, qui dynamise et qui produit des effets, plutôt qu'elle serait une cause ou un objet. Donc je me suis ensuite souvenu qu'on a, de façon peut-être parfois hâtive, pardon, c'était un coup d'œil sur l'heure, alors je ne vais pas vous dire ce dont je me suis souvenu. Et donc j'ai cherché, ensuite, en quoi la lumière pouvait être un objet.
mais j'ai pensé d'abord uniquement à des objets sur lesquels elle se projetait, sur lesquels elle s'appliquait, une chaussure, ou dont elle semblait émaner, qui la renvoyait, qui la réfléchissait et qui la projetait eux-mêmes. Donc là, peut-être commençait à résider une première piste qui faisait de la lumière un effet, si elle était renvoyée par l'objet, et non plus une cause, si elle ne s'appliquait pas nécessairement sur l'objet. Donc c'était tour à tour un rocher, un soulier, une chaise, une conque, des cannes, des badines, des lances, mais ces objets n'en restaient pas moins illuminés, auto-éclairés, auto-éclairants, auto-lumineux, et ne désignaient pas donc l'objet lumière ou la lumière comme objet. Ils étaient mis en valeur par la lumière qui produisait, qui procurait un effet de changement d'échelle en attirant l'œil et en agrandissant comme en gros plan ce vers quoi elle guidait cet œil, mais qui ne s'en trouvait pas moins intégré à la composition scénique de l'ensemble. Et puis, en continuant là-dessus, je me suis dit, au fond, ce principe est loin d'être réservé à ce que l'on appelle des objets, à des cannes, des chaises, des cubes, etc. Il vaut aussi pour des parties du corps humain qui sont saisies dans la lumière, qui sont isolées, fétichisées, blasonnées, comme on parlait de blason dans la poésie de la Renaissance. Donc ce sont le plus souvent des visages qui focalisent le regard, comme disait Christine Richer tout à l'heure. L'espace vient s'engloutir, vient s'absorber dans ces visages. Ce sont aussi des mains qui surgissent très vivement dans l'espace, d'autant mieux que la lumière capte le gant blanc que porte la main, ou qu'elle se remarque d'autant plus qu'il n'y a pas d'objet, justement, dans cette scène de Madame Butterfly, où il s'agit de célébrer en trinquant, donc avec des vers ici absents, les noces de Madame Butterfly et de Pinkerton. Voir la lumière, elle qualifie, et ne s'applique pas seulement à, un maquillage qui scintille et qui est fait pour scintiller dans les projecteurs. Donc petit à petit, je m'éloignais de l'objet au profit du sujet et du corps, mais la vertu de ces exemples, c'était de montrer précisément, pour reprendre celui du maquillage, que si le maquillage scintille, c'est qu'il n'est rien sans lumière, qu'il n'est que par la lumière, qu'il n'est que d'être en lumière, et que par conséquent, il finit par se confondre avec la lumière. Et de même, le visage est une surface de lumière. Il n'en va pas autrement pour des formes qui sont obtenues à l'aide de découpes et de caches, donc le cercle de Péléas qui revient comme un leitmotiv tout au long de la mise en scène, tantôt un halo projeté au sol ou un tube fluorescent qui apparaît au lointain en transparence sur le cyclorama, qui évoque donc l'anneau perdu par Mélisande, la fontaine dans laquelle elle l'a perdu, la mare stagnante, etc. Avec ces formes, et je tenais à distinguer forme et objet, la lumière crée des suggestions d'objets, des symboles, des fantômes, dignes de ces halos. Les objets eux-mêmes n'existent pas, ces objets que la lumière porterait à un plus haut degré de visibilité, donc d'existence, mais c'est elle qui crée les objets comme elle crée l'espace. Elle les crée et se confond avec eux. Donc petit à petit, chemin faisant, j'en venais à penser que la lumière, en étant inséparable du surgissement de ces objets, de ces parties du corps humain, de ces formes qu'elle met en valeur pour l'œil, que la lumière, donc, devenait le tout de ces objets ou de ces formes. Et je me disais, au fond, ces objets, ces formes, qui n'existent que pour, par, dans la lumière, qui se confondent avec la lumière, sont un petit peu à l'image de la figure du canard-lapin. Vous savez, selon que vous regardez l'image, vous voyez soit des oreilles de lapin, soit un bec de canard. Et c'était un petit peu pareil parce qu'ici, la perception alterne entre l'objet et la lumière. L'objet souligné est créé par la lumière ou la lumière fait objet. Il y a une sorte d'indécidabilité entre les deux, à ceci près que les deux, tout en étant parfaitement réversibles, ne peuvent pas se produire simultanément. Donc, il fallait ne pas voir l'objet ou la forme pour voir la lumière devenue objet ou forme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est bientôt fini. C'est le seul intérêt. Et donc, chemin faisant, je continuais à trouver des formes comme cela, qui
créer l'espace et qui étaient elles-mêmes des objets permettant de créer l'espace, et en particulier tout ce qui relevait des formes tantôt géométriques, abstraites, éclairées comme des plaques au néon par exemple, ou bien encore tout un tas de sources de lumière qui peuplent les spectacles de Wilson, des objets qui produisent de la lumière, mais qui, en produisant de la lumière, n'éclairent pas nécessairement l'aire de jeu. Donc ce sont des guirlandes, ce sont des petites loupiottes qui clignotent, ce sont des ampoules à filaments, des lampes, et des lampes, c'est cela qui m'intéressait, là c'était des allumettes, qui valent en tant que signe de la lumière sans même projeter de la lumière. Donc peut-être que je l'avais, là, la lumière comme objet scénographique, un petit peu comme si, avec cette fascination de Wilson pour tout ce qui fait lumière, pour tout ce qui produit de la lumière, on ne pouvait pas laisser de côté l'exhibition, non pas brechtienne, des projecteurs, des lampes, des lustres, etc., tout ce que je viens de montrer, mais simplement l'exhibition de ce qui donne le signe de la lumière, y compris de manière extrêmement frontale, que l'on peut voir sur ces images d'Oedipus. Donc, je continuais sur ma lancée, et petit à petit, j'en venais à distinguer ces objets qui ne sont que lumière, ou cette lumière qui finit par être objective, si j'ose dire, presque objectale, au sens où Michael Fried employait le terme. Et de fil en aiguille, donc en passant par les longues formes géométriques fluorescentes, les néons ou les barres qui sont simplement éclairées comme ça ou qui reflètent la lumière, j'en venais à me dire que d'une certaine façon, la lumière devient un principe pour objectiver la géométrie lumineuse, la géométrie spatiale, et donc la conception que Wilson se fait de l'espace. Donc les néons peuvent de temps à autre contribuer à l'éclairage de la scène, mais de manière assez intéressante, il me semble que ce n'est pas leur fonction première. Et on en voit de plus en plus d'exemples, non seulement dans l'architecturation de l'espace, mais aussi, et je terminerai là-dessus, sur ces tubes des LED qui se retrouvent donc à l'avant-scène et qui permettent, sans rien éclairer, de se faire bien voir, au lieu d'être dissimulés. Donc ces tubes que l'on voit à l'avant-scène, ces LED, sont de purs objets scénographiques et non pas simplement le principe de la recherche scénographique de Wilson, puisqu'ils permettent de délimiter l'espace de la scène, de la cadrer, de la border, et donc de lui conférer son autonomie, sa distance. La lumière, par conséquent, en tant qu'objet de la scénographie chez Wilson, objet scénographique lui-même, désigne rien d'autre que la coupure entre la scène et la salle et finit, me dis-je, par traiter de l'être de la représentation. Au fond, la lumière, c'est peut-être un objet scénographique, c'est vraisemblablement l'objet de la scénographie, mais ça devient surtout l'objet de la théâtralité. Pardon, merci.